Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Nigerian 2120. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol qui s'annonçait sympa mais qui n'a pas duré bien longtemps. Alors c'est parti, abonnez-vous, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. V1. Rotation. Nous sommes le 11 juillet 1991 à l'aéroport de Jeddah. Le vol est assuré par un charter de la compagnie Nationair pour le compte de Nigeria Airways. Ce DC-8 de chez Douglas doit rejoindre l'aéroport de Socorro au Nigeria. Mais comme on le sait, parfois les avions qui effectuent des vols charter ne sont pas ultra bien entretenus dans certaines compagnies. Même si en soi cette idée reçue est globalement fausse, c'était un petit peu le cas avant quand même, de temps en temps. Mais c'est quoi un vol charter d'ailleurs? Alors c'est un vol qui, quand il y a beaucoup de demandes, sert à désengorger les lignes régulières. On met un avion comme ça permet de libérer un petit peu les lignes qui sont prises d'assaut. Ce ne sont pas des vols réguliers, mais beaucoup de compagnies font appel à des vols charter. Ce vol est donc assuré par un DC-8, piloté par le commandant de bord William Allan, 47 ans et 10 700 heures de vol, dont un petit millier sur DC-8. Avec lui Kent Davidge, 36 ans, copilote avec 8000 heures de vol et 550 sur ce type d'avion. Enfin le mécanicien navigant Victor Fair à 46 ans, 7500 heures de vol, dont 1000 sur DC-8. Nous n'avons donc pas des pros du DC-8, mais globalement ils connaissent très bien l'avion, ils ont déjà un bon nombre d'heures de vol dessus. C'est parti, il est 8h25 du matin, le DC-8 va décoller piste 34L de l'aéroport de Jeddah. Tout se passe bien, mais vous connaissez l'Arabie Saoudite, il fait assez chaud. C'est pas la Norvège, à 8h du mat, à 30 degrés. Les pilotes alignent l'avion sur la piste, arrêt, poussée maximale, desserrage du frein, et un bruit retentit. Le mécanicien navigant s'inquiète, mais aucun instrument de vol ne démontre de problème apparent. 80 nœuds, 90 nœuds, quelques vibrations et quelques tremblements se font ressentir, mais ça n'inquiète pas le commandant ni le copilote. 100 nœuds, V1, rotation, et un bruit mystérieux un peu sourd se fait entendre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après V1, en fait, on ne peut plus interrompre le décollage. C'est-à-dire que, on peut toujours, mais avec le risque de passer à travers l'ILS ou les grillages de fin de piste, donc c'est pas vraiment une bonne idée. Pour info, l'ILS, vous savez, c'est toutes ces antennes que vous voyez aux extrémités des pistes de certains aéroports qui permettent de guider l'avion automatiquement pour l'atterrissage. C'est génial. Depuis moins de 2 minutes, l'avion vient de décoller, mais 4 voyants basse pression indiquent un problème assez embêtant. 4 voyants basse pression, puisque tout simplement, il y a 4 réacteurs sur un DC-8. Déjà, ça c'est un petit peu inquiétant, mais quand la pressurisation de l'avion tombe en panne, bon, à cette altitude, ils peuvent encore respirer, mais il ne faut pas monter trop haut. Et là, c'est encore plus inquiétant. L'avion demande à rester à 2000 pieds au contrôle aérien, sauf qu'un autre vol de la compagnie Saoudi a exactement le même souci. Il le fait donc descendre à 3000 pieds. Oui, il le fait descendre à 3000 pieds. Alors qu'il demande à rester à 2000 pieds parce que l'avion lui-même est à 2200 pieds. Donc, le commandant fait quoi du coup? Il monte à 3000 pieds. Sauf que là, l'avion est en feu. C'est un véritable brasier ambulant qui se déplace avec d'immenses flammes en dessous. Quand, soudainement, une nouvelle panne vient se mêler à tout ça, une panne hydraulique. L'équivalent de la direction assistée dans une voiture, en quelque sorte. Sauf que là, une des hôtesses sent de la fumée dans l'avion, ce que ne savent pas les pilotes, qui eux subissent un sapin de Noël des alarmes dans le cockpit, nouveaux problèmes, les freins qui lâchent, l'alarme des volets et des becs qui s'active. Les pilotes doivent commander l'avion à la seule force de leurs bras, alors que la fumée se fait de plus en plus épaisse en cabine, quand la moquette au sol se met à prendre feu. Mais dans l'avion, en cabine, c'est la panique. L'avion devient petit à petit incontrôlable sans hydraulique. On a un gros trou dans la carlingue, il y a des corps qui tombent en flammes de l'avion. Bon, ça va être très compliqué d'essayer d'atterrir. Les pilotes arrivent donc sur la piste 34 gauche, puis finalement on leur dit qu'ils peuvent atterrir sur n'importe quelle piste. L'aéroport est à eux, plus aucune commande ne répond. L'avion finit par se cracher juste devant la piste 34 centre, avant même d'avoir pu baisser le train d'atterrissage. Bon, évidemment, les 261 occupants, tous sont morts, 247 passagers et 14 membres d'équipage, certains sur le coup, certains autres éjectés durant que le DC-8 était encore en vol. Bon, on va voir ce qui s'est passé maintenant. C'est pas très compliqué en vrai. Sur le principe, ça nous rappelle un autre crash dont on parlera prochainement. Oui, normalement. Déjà, on remarque sur un papier explicitant la pression des pneus qu'ils étaient gonflés à la bonne pression. Mais si les aquateurs ont bien regardé, ils ont fait ça très bien d'ailleurs. Il y a en réalité 2 écritures, ce qui cache peut-être un petit problème de sous-gonflage. On se remballe un peu là, mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça de gonfler des pneus correctement quand même, si. Mais visiblement si, car les marques sur la piste montrent clairement que non, ce n'est pas un pneu, mais 2 qui ont crevé
à cause de décisions mal prises par un chef des opérations qui n'était pas habilité pour ça, qui a finalement laissé tomber le gonflage des pneus. Car oui, les pneus d'avion sont gonflés avec de l'azote, pas avec de l'air classique, hein, voilà, c'est pas comme quand tu prends ta pompe à vélo ou quoi. Et aucun des pilotes n'a remarqué que les pneus étaient sous-gonflés. Alors on sait une chose, dans les pneus il y a du métal, et le fait que si jamais un pneu éclate peut devenir dangereux pour l'avion en lui-même. Mais alors que les pneus auraient dû être gonflés, cela n'a jamais été effectué pour ne pas mettre l'avion en retard. Alors, est-ce qu'il faut mieux arriver en retard ou ne pas arriver du tout? Bon, pneus sous-gonflés, plus 11 minutes de roulage sur 5 km, ça fait long pour rejoindre la piste, plus la chaleur, bah ça fait pas bon ménage. Hein. Je me rappelle une fois, on était en vacances, on revenait de Paris avec mes parents, et bam, le pneu arrière gauche qui éclate, sachant que je m'essayais toujours à l'arrière gauche, du coup, voilà. Le bruit entendu était en fait l'éclatement d'un pneu, mais le second, l'éclatement de l'autre pneu. Ce qui a eu pour effet de faire frotter la jante sur le sol, ce qui a donné des étincelles. Et forcément, qui dit étincelle à côté du caoutchouc, dit généralement feu. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que le train d'atterrissage a commencé à prendre feu via tout simplement les pneus. Sauf que les pilotes n'avaient pas cette information. Et qu'est-ce qu'on fait quand on décolle? Rapidement, on rentre le train d'atterrissage. Sauf que grosse erreur. Cette manipulation a été fatale, propageant alors l'incendie qui était sur le train d'atterrissage dans tous les systèmes de commande de l'avion. Puis dans l'avion, forcément, au fur et à mesure, les pilotes ne pouvaient au final pas le savoir. Mais comme d'habitude, c'est une petite erreur humaine pour cause de temps et de rentabilité qui a conduit au crash. Puis les pilotes n'ont pas eu le temps de sortir le train d'atterrissage, je vous le disais tout à l'heure. Mais est-ce que s'ils avaient eu le temps, ils seraient sortis correctement? Voilà comment s'est produit le crash du vol Nigeria Airways 2120, à cause de petites erreurs qui s'accumulent. Je t'invite à t'abonner et à te laisser un petit like sur cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as aimé d'ailleurs, dis-moi ce dont tu veux qu'on parle la prochaine fois dans les commentaires. En attendant, je te rappelle que je ne suis pas commandant de bord, je ne suis pas pilote, je ne travaille pas dans le milieu de l'aéronautique ni de l'aviation. Je suis juste un passionné qui a envie de te partager sa passion. On se retrouve mardi prochain à 17h30 comme d'habitude.